Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur les comportements et émotions. Voici la carte mentale en question qui se compose de 4 branches. La première, définition des émotions, la seconde, théorie des émotions, la troisième, structure des émotions, la quatrième, communication émotionnelle. Commençons donc par définir les émotions. Notons que les émotions enrichissent nos expériences, ce qui va donner notamment du piment un peu à notre vie. Notons également que d'une certaine façon, des émotions qui perdurent peuvent être rapprochées des troubles psychiatriques. Par exemple, quand une réponse de peur n'est plus adaptée, eh bien, cela peut faire penser, ça peut évoquer un trouble anxieux. Alors intéressons-nous à l'étymologie des émotions. Le mot émotion vient de plusieurs mots latins. On peut évoquer dans un premier temps émovere et emotum, ce qui veut dire enlever, secouer. Et effectivement, c'est le ressenti qu'on peut avoir quand on vit une émotion, les faits effectivement d'être secoué, de passer de façon assez rapide d'un état à un autre. Et ce mot émotion vient aussi du terme movere, qui veut dire se mouvoir. D'une certaine manière, effectivement, les émotions constituent une forme de mouvement. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans ce terme, c'est qu'on retrouve ici la sortie du système nerveux, qui est la motricité. Et effectivement, les émotions peuvent être vues comme des mouvements qui vont se produire après l'intégration d'un ensemble de signaux qui sont aussi bien externes qu'internes. Alors, les émotions se manifestent par deux aspects. On va identifier donc deux composantes. La première, c'est ce qu'on va appeler l'expérience émotionnelle. La seconde, l'expression émotionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par l'expérience émotionnelle ? C'est une composante des émotions qui est plutôt de nature cognitive, donc de nature mentale, qui est à rapprocher aussi de la conscience et qui est de dimension personnelle. C'est-à-dire que c'est la dimension vraiment subjective qu'on vit en soi de l'émotion. C'est ce qu'on appelle classiquement le sentiment. À côté de ça, il y a l'expression émotionnelle qui est de nature physiologique, on va dire organique, corporelle, qui est de nature inconsciente. Bien sûr, les phénomènes corporels vont pouvoir devenir conscients, mais dans un premier temps, ils sont vus comme des phénomènes qui se produisent de façon inconsciente. Et l'expression émotionnelle correspond à la facette un peu publique des émotions. C'est ce qu'on appelle l'état émotionnel. Et quand je dis public, c'est-à-dire que ça va se voir à l'extérieur. On voit effectivement le fait qu'une personne est en proie à une émotion. Alors, on peut identifier plusieurs composantes à l'expression émotionnelle. On parle classiquement d'une composante autonome, ça correspond à toutes les manifestations végétatives qu'on va observer, les variations cardio-respiratoires, les variations cutanées, avec par exemple la sudation et ainsi de suite. La composante expressive qui regroupe à la fois les mimiques émotionnelles, mais aussi les postures, les attitudes qui vont être empruntées par la personne. Et puis bien sûr, il y a la composante aussi comportementale qui va ouvrir justement sur des mouvements, sur diverses actions. Concernant l'histoire de l'étude des émotions, eh bien, on peut noter qu'il a été question d'émotions primaires. Les émotions dites primaires ont été vues comme des émotions en fait universelles qui existent en fait chez tous les êtres humains et qu'on retrouve aussi chez un certain nombre de mammifères. Et Ekman en 92 a défini 6 émotions primaires: la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût ou encore la surprise. À côté des émotions primaires, on voyait aussi traditionnellement ce qu'on appelait les émotions secondaires, qui sont des émotions qui ne vont pas être les mêmes dans toutes les cultures, donc des émotions qui vont évoluer au cours des expériences que vit l'individu et qui sont reliées aux apprentissages culturels. Alors Plutchik, dans les années 1980, a envisagé les émotions secondaires comme étant des combinaisons, d'une certaine manière, des émotions primaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forme de double déterminisme des émotions. Il y a effectivement une composante génétique, il y a tout un tas de structures nerveuses qui ont été identifiées, qui sont impliquées dans les émotions et dont l'activité se retrouve dans d'autres espèces que l'espèce humaine. Donc il y a clairement une composante génétique, mais il y a aussi bien sûr une composante environnementale, puisque l'expérience de l'individu va jouer sur les émotions qui vont être expérimentées, ce qu'on va relier évidemment à la plasticité du tissu nerveux. Alors, que peut-on dire maintenant concernant les théories des émotions ?
Les théories des émotions vont en fait un peu tenter de répondre à la question suivante, comment les émotions émergent-elles? Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de nombreux chercheurs qui se sont posé la question, qui relèvent de différentes disciplines, aussi bien des philosophes que des psychologues, que des biologistes. Et je vais ici simplement présenter de façon extrêmement simplifiée quelques théories, juste pour en apercevoir un petit peu les grandes lignes. On peut partir d'une forme de vision traditionnelle du déclenchement des émotions au XIXe siècle, et on va prendre pour ça la situation suivante. On va imaginer qu'on se retrouve face à un ours, donc c'est la stimulation qui va être à l'origine du déclenchement de l'émotion. Et donc au XIXe siècle, la manière populaire en fait d'envisager les émotions, c'est de se dire que finalement, face à un ours, je vais vivre une expérience émotionnelle, je vais expérimenter un sentiment de peur, et parce que j'ai cette expérience intime de la peur, eh bien ça va déclencher tout un tas d'expressions émotionnelles, donc des changements autonomes, diverses mimiques, diverses postures et éventuellement un comportement, par exemple comportement de fuite ou comportement d'attaque. On peut évoquer, alors toujours au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, les théories élaborées de façon indépendante par James et Lange, ce qu'on appelle la théorie de James Lange, qui appartient à des théories dites périphéralistes, qu'on peut envisager de la façon suivante. Même situation, on se retrouve face à un ours. Pour eux, en fait, ce qui se passe dans un premier temps, c'est une analyse très rapide et inconsciente de la stimulation à laquelle on fait face, qui va déclencher, toujours de façon inconsciente, toute la facette expression émotionnelle, les changements autonomes, les mimiques, les postures, ainsi que donc les comportements moteurs. En quelque sorte, je peux finalement suite à ce traitement, me retrouver à courir, par exemple pour échapper à l'ours, et au moment où je cours, je vais prendre conscience un petit peu de ce qui se passe dans mon corps, et finalement, je vais ensuite, donc dans un deuxième temps, expérimenter le sentiment de peur. Donc l'expérience émotionnelle vient là dans un deuxième temps. On peut évoquer ensuite les théories proposées par Cannon et Barr dans les années 1920, qui finalement vont rejeter les théories périphéralistes. En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que quand on fait face à une stimulation, toujours la même, l'ours, eh bien, il va y avoir en fait un double traitement qui va se faire. À la fois un traitement qui va se faire de façon inconsciente et qui va aboutir à l'expression émotionnelle, donc toujours la même chose, manifestation autonome, mimique, posture, motricité, et puis d'autres traitements qui vont se faire et qui vont aboutir aux sentiments expérimentés par l'organisme. Et ils appuient évidemment ces propositions qu'ils font sur des expériences qu'ils ont pu mener. Alors, il y a évidemment tout un tas de théories qui ont été proposées. Alors, même si pendant tout un temps, finalement, jusqu'aux années 60, même un peu plus tard, aux années 80, on va dire, les émotions ont vraiment été laissées de côté. C'était l'hégémonie, on va dire, du behaviorisme à ce moment-là, et on s'intéressait assez peu aux émotions, en tout cas, notamment à l'expérience émotionnelle. À partir des années 80, c'est vraiment revenu sur le devant de la scène. Il y a tout un tas de théories qui ont été proposées, et ce qu'on peut dire, c'est que les théories actuelles sont classiquement vues un peu comme des théories multiniveaux, puisqu'elles vont impliquer tout un ensemble d'éléments, notamment des différents aussi traitements affectifs, cognitifs. Et on peut envisager ces théories de la manière suivante, à savoir que quand on fait face à une stimulation donnée, eh bien, on peut dire qu'un petit peu comme le proposait Cannon et Barr, finalement, il va y avoir un double traitement qui va se faire, tout un ensemble de traitements inconscients qui vont plutôt déboucher sur l'expression émotionnelle, manifestation autonome et ainsi de suite, et puis d'autres traitements qui vont finalement impliquer aussi toute la dimension cognitive, affective, toute l'expérience en fait, qu'on a pu avoir, et ça va déboucher en fait sur l'expérience émotionnelle, avec des circuits qui peuvent s'influencer, et notamment aussi des feedbacks qui vont se faire avec toujours cette idée à laquelle on revient des périphéralistes, l'idée que ce qui existe dans le corps, les différentes manifestations du corps vont aussi être analysées, intégrées, vont moduler en fait l'expérience, et à l'inverse, l'expérience aussi, ce qui se passe en soi de façon subjective, va aussi moduler l'expression émotionnelle. Donc de façon très très schématique, c'est comme ça qu'on peut envisager un petit peu les émotions et la manière dont elles vont émerger.
Pour dire un mot concernant les structures appliquées dans les émotions, on peut commencer par revenir sur quelques éléments un peu d'histoire et commencer au 19e siècle avec Broca. Broca qui décrit une structure sur la face médiale de l'encéphale, au niveau en fait, du cortex cérébral plus spécifiquement. Il décrit des structures qui sont un petit peu sur le bord interne du télencéphale. Et ces structures, il va les qualifier de grands, enfin, vont définir ce qu'on appelle un grand lobe bordant. Donc on appellera ensuite grand lobe bordant de Broca, puisque c'est lui qui l'a défini. Il se trouve que cette structure, eh bien, Broca va l'associer à l'olfaction, et donc parfois c'est une région qui est appelée le rhinencéphale, avec donc rhinos qui veut dire le nez. Alors, il se trouve que le bord, en latin, ça se dit limbus, et donc ce grand lobe bordant de Broca a aussi été appelé le lobe limbique, et donc on peut dire qu'à l'époque de Broca, le lobe limbique est associé finalement au phénomène olfactif, à l'olfaction. Un peu plus tard, Papez, qui est neuroanatomiste, va s'intéresser à différentes structures, et notamment, il va identifier un circuit qui implique ce lobe limbique. C'est un circuit qui sera appelé le circuit de Papez. Et il se trouve que lui, il va associer ce circuit qu'il met en évidence et qui implique le lobe limbique, il va l'associer aux émotions. Il se trouve que son circuit existe, mais les structures qu'il identifie, qui constituent son circuit, sont en réalité des structures qui sont davantage impliquées dans les phénomènes mnésiques. Néanmoins, à partir de Papez, le lobe limbique va être associé aux émotions. Et puis, on peut évoquer un autre personnage qui est MacLean. MacLean, lui, va s'intéresser au lobe limbique et il inclut le lobe limbique dans un système qui va être plus grand, qu'il appelle le système limbique. Et à partir de là, ce système plus grand, le système limbique, est associé aux émotions. Alors, il se trouve aussi que MacLean va faire tout un tas de recherches, notamment autour des reptiles, et il va construire une théorie qu'on appelle la théorie du cerveau triunique, qui est une théorie complètement obsolète, qui a d'ailleurs été obsolète très peu de temps après que MacLean l'ait publiée. Et donc dans cette théorie complètement obsolète du cerveau triunique, il parle de 3 cerveaux qui se seraient ajoutés au fur et à mesure de l'évolution, d'un cerveau reptilien associé à la survie, d'un limbique associé aux émotions et d'un néocortex de la pensée abstraite. Alors évidemment, sa théorie, donc, elle est obsolète et puis aussi fausse, puisque de toute façon, rien que par rapport à ses observations, quand il parle des reptiles, il part du principe que les reptiles n'ont pas de néocortex, donc il peut y avoir de pensée abstraite chez eux, en tout cas dans son cadre de référence. Il part du principe que les mammifères, finalement, ont évolué à partir des reptiles, ce qui est complètement faux. Donc tout ça pour dire que il produit finalement une théorie qui est fausse. Le problème, c'est que cette théorie a eu une vie, on va dire, à un niveau culturel, et qu'on la retrouve assez fréquemment mentionnée en dehors du champ scientifique. Ce qu'on peut souligner là, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle un peu les neurosciences du sens commun, qu'il s'agisse là du cerveau triunique ou encore de catégorisations qui sont parfois évoquées concernant les individus avec des personnes qui seraient plus cerveau droit et d'autres plus cerveau gauche. Donc tous ces éléments sont faux et obsolètes. Ce qu'on peut dire concernant les structures impliquées dans les émotions, c'est qu'il y en a un certain nombre. Alors on peut éventuellement relier certaines structures à certaines composantes émotionnelles. L'hypothalamus et le tronc cérébral, on peut relier leur activité qu'on observe quand des émotions sont vécues aux modifications autonomes et comportementales qu'on va observer. On sait d'ailleurs que quand on fait des stimulations de l'hypothalamus, ça peut déclencher tout un tas de comportements basiques, notamment des comportements émotionnels. On sait qu'au niveau du tronc cérébral, il y a tout un ensemble de réseaux de neurones aussi qui vont finalement avoir un impact sur les manifestations autonomes. Les amygdales cérébrales sont aussi identifiées comme étant des structures qui jouent un rôle certain dans les émotions. Alors après, les choses sont évidemment à définir plus précisément. Au niveau des amygdales, il y a tout un tas de sous-noyaux qu'on va identifier. Ce qu'on peut dire, si on veut rester de manière très générale au niveau de ces amygdales, on peut dire que c'est des structures qui vont notamment jouer une forme de rôle dans une forme de pondération. C'est un peu des structures qui, d'une certaine manière, vont
permettre l'étiquetage un petit peu des situations comme étant des situations auxquelles l'attention doit être portée ou pas. Mais là encore, c'est extrêmement schématique de formuler ça en ces termes. Et puis bien sûr, on peut évoquer le cortex cérébral. Alors classiquement, le cortex cérébral, on va l'associer au sentiment, donc à l'expérience émotionnelle, puisque on sait que le cortex cérébral, sans lui, il ne peut pas y avoir de phénomène conscient, donc il va être associé à cette dimension, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul impliqué dans cette dimension. Néanmoins, on peut faire quelques remarques concernant une région du cortex cérébral qui est le cortex orbitofrontal, avec un premier cas clinique qui concerne Phineas Gage, qui est une personne qui a subi une lésion du cortex orbitofrontal lors d'un accident en 1848. Et suite à cet accident qui a lésé cette région, il a présenté des changements dans ses comportements. Jusque-là, socialement, il était relativement adapté. Il s'est mis à présenter des comportements sociaux tout à fait inappropriés, avec beaucoup de phénomènes de désinhibition et beaucoup de difficultés pour mener des projets et pour tenir des projets en fait dans le futur. Donc il est assez clair que chez lui, il y avait un changement de la personnalité certain, ainsi qu'une perte de la composante émotionnelle du raisonnement. On peut corroborer ce cas avec le cas d'autres personnes, des personnes qui ont subi une lobotomie frontale. Donc c'est Egaz Moniz qui a développé la lobotomie frontale, qui évidemment ne se pratique plus du tout, mais en tout cas elle a été menée chez un certain nombre de personnes, des milliers de personnes, au XXe siècle, et ces personnes présentaient assez clairement, comme ce qu'on observait chez Phineas Gage, des changements de la personnalité, ainsi que là aussi une perte de la composante émotionnelle du raisonnement. Alors, Damasio, dans les années 90, a observé un cas clinique, notamment ce patient appelé Elliot, qui présentait une tumeur du cortex orbitofrontal et qui lui aussi présentait finalement des changements de personnalité, une perte de la composante émotionnelle du raisonnement. Et Damasio va pas mal relancer justement les études autour des émotions. C'est en s'intéressant en particulier à ce cas de Elliot il va retrouver aussi le cas de Phineas Gage. Et en fait, il va souligner l'importance des émotions dans les prises de décision. Et il va aussi forger ce concept de marqueur somatique. En gros, on peut se faire une représentation assez schématique des régions préfrontales comme étant des structures qui vont, en disposant de tout un tas d'informations externes et internes, faire des sortes de simulations pour savoir si dans telle situation, c'est mieux d'opter pour le comportement numéro 1 ou le comportement numéro 2. Et au moment de ces simulations, il va y avoir aussi un appui qui va se faire sur des souvenirs, avec notamment des éléments somatiques, des marqueurs somatiques qui vont être là et qui vont permettre en fait d'orienter le choix. Peut-être que quand je simule donc le comportement numéro 1, j'ai un ressenti corporel qui a une certaine qualité, qui est différent de celui que je vais avoir quand je vais me porter sur la simulation numéro 2, et par rapport à ces retours sensoriels que je vais avoir, je vais finalement orienter ma décision. Et donc, ce qu'il propose, c'est que effectivement, quand il y a une lésion dans cette région du cortex orbitofrontal, il y a une perte des émotions, de la prise en compte des émotions pour la réalisation des prises de décision. Alors pour conclure cette carte mentale, nous terminons avec un mot sur la communication émotionnelle. Nous avons souligné le fait que l'expression émotionnelle se caractérise par plusieurs composantes, notamment la composante autonome, la composante expressive, les mimiques, les postures, la composante comportementale. En fait, comme on l'a dit, ce sont des composantes plutôt publiques qui se voient, qui vont être détectées par les membres du groupe et qui ont très certainement une valeur communicative. On peut évoquer d'ailleurs en regard de cela les neurones miroirs, qui sont donc des neurones qui s'activent quand on réalise un mouvement et qui vont aussi s'activer quand on voit autrui réaliser un mouvement. Donc on peut imaginer que ces neurones miroirs vont s'activer quand on voit par exemple autrui produire certaines mimiques, ce qui va nous permettre d'une certaine manière de jouer en nous ce que vit autrui et d'accéder finalement à son vécu et de pouvoir en conséquence adopter des comportements adaptés. Nous en avons terminé avec cette carte mentale sur les comportements et les émotions et je vous dis à bientôt pour une autre carte mentale.